Donc, bienvenue au premier panel table proprement dit de la journée. Elle porte sur la question de vivre ensemble local en matière religieuse. Puis je réfléchissais là-dessus. Puis c'est un petit peu comme on commence par ça, mais en étant comme les corollaires de l'ensemble d'actions et de réflexions qui vont être exposées au long de la journée. Pour commencer, aujourd'hui, on compte avec Annabelle Vanier-Clément. Est-ce que... Ouais. Elle a une maîtrise en relations internationales puis un bac en journalisme. Elle coordonne le programme de recherche et action sur les polarisations sociales, RAPS, et elle est également médiatrice interculturelle pour l'Institut universitaire Sherpa à la table des bons voisinages d'Outremont entre citoyens assidiques et non assidiques. Et c'est là-dessus qu'elle va présenter ce matin. Je vais vous parler un peu de comment ça a été mis en place, des réalisations, défis, facteurs facilitants et aussi quelques pistes pour la discussion, mais on pourrait en parler toute la journée. Alors, donc, la table de bon voisinage est une table qui a été mise en place par l'arrondissement même, donc d'Outremont, et les membres ont commencé à se rencontrer en juillet 2021. Il y avait un mandat de 2 ans, donc jusqu'à juillet 2023. Et puis, c'est l'INM qui a au début pris en charge donc, la création de la table et puis qui a animé la table pendant la première année. Il y a eu une période un peu de transition où ça a été l'arrondissement, la directrice d'arrondissement qui a assuré l'animation des rencontres. Et ensuite, ils m'ont demandé à moi de venir donc plutôt avec une approche interculturelle de médiation pour poursuivre l'animation et puis prendre en charge un petit peu le processus, donc soutenir les membres. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que c'est? Donc c'est une table avec 8 membres, 4 acidiques, 4 non-acidiques, 2 hommes, 2 femmes de chaque. Et donc, c'est paritaire. Et puis, l'objectif est de créer un lieu de dialogue entre des citoyens qui, réfléchissent ensemble aux questions de vivre ensemble et aussi proposent des solutions à l'arrondissement. Donc, voilà, mandat initial de 2 ans. Et puis, ce sont des rencontres mensuelles qui ont lieu en soirée à l'arrondissement même. Et puis, c'était prévu dès le départ que les membres de la table déposent des recommandations à l'arrondissement à la fin de leur premier mandat. Puis aussi, bon fait à noter quand même important, c'est qu'il y a eu en novembre 2021, donc le dépôt de 2 recherches qui ont été demandées par l'arrondissement, une de M. Dejean ici sur les synagogues, une autre de Valentina Gadi sur les interactions sociales, donc dans l'espace public à Outremont. Et tout ça, c'était pour venir soutenir finalement le travail des membres. Et donc voilà, depuis novembre 2022 à aujourd'hui, c'est moi qui fais l'animation donc de la table. Et en juin dernier, donc à la fin de leur deuxième année de travail, les membres ont pu remettre des recommandations, une première série de recommandations à l'arrondissement. Et à cette occasion-là, le maire a décidé de prolonger d'1 an le mandat de la table parce que c'était en fait à la demande des membres qui disaient qu'ils venaient à peine de développer un climat de confiance et donc qui voulaient continuer leur travail et puis qui voulaient toucher des enjeux peut-être un peu plus délicats. Et je ne vais pas vous cacher, l'enjeu des synagogues étant cet enjeu délicat et très important, bien sûr, pour les communautés hassidiques. Donc, le maire a été très soutenant puis a dit en fait que le choix des enjeux dont les membres voulaient discuter était le leur parce qu'ils connaissaient ces enjeux-là et ceux qui étaient prioritaires et puis donc ils soutenaient la continuité, la poursuite de ce mandat-là pour une autre année. Bon, rapidement, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est certain que donc l'approche que moi j'ai utilisée de médiation interculturelle, c'était certain qu'il fallait établir un climat de sécurité culturelle à la table, parce que quand j'y suis arrivée, il y avait des choses qui fonctionnaient bien, d'autres qui fonctionnaient moins bien. Il y avait certains membres qui parlaient beaucoup plus que d'autres. Bon, il a fallu aller quand même vraiment travailler ce climat-là, mais ça s'est fait quand même graduellement et très bien. Et ça a amené beaucoup de satisfaction aussi pour tout le monde. Donc,
je ne vais pas vous parler de tout le processus parce que ça pourrait être long, mais ça a été très, très riche. Et donc, on a vraiment établi un climat de confiance à la table. Et puis, c'est ça, une approche écosystémique, évidemment, pour essayer de comprendre tous les niveaux d'analyse, changer de perspective parce que les gens viennent avec leur perspective. Et puis, dialogique, donc essayer d'avoir des échanges horizontaux pour trouver des solutions qui sont acceptables pour tout le monde. Et qui satisfassent les besoins des uns et des autres. Je tiens juste à faire un petit ajout ici. Tu as dit que j'ai étudié en relations internationales. J'ai étudié en relations internationales, c'est vrai. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les conflits. Donc, quand j'ai étudié, j'ai étudié les conflits de différentes perspectives, de différentes disciplines. Et puis, il y avait un cours, en fait, ça existe beaucoup plus dans le monde anglophone, Conflict and Peace Studies, qui est très, très interdisciplinaire, puis qui est vraiment centré sur le processus aussi. Donc, pour vous parler rapidement des réalisations de la table, parce que ça a été une grande réalisation pour eux, donc c'était le dépôt de la première série de recommandations en juin dernier. Puis donc, ils avaient déjà identifié des enjeux sur lesquels eux voulaient travailler, en se basant beaucoup sur les plaintes, en fait, que l'arrondissement avait reçues. Donc, ils avaient identifié 3 enjeux qui étaient propreté, réglementation et permis de construction, et puis le vaste enjeu des relations interpersonnelles. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils s'étaient mis en binôme acidique-non acidique pour discuter en dehors de la table de ces enjeux-là, puis ensuite venir présenter à la table le fruit de leurs échanges et des pistes de solutions, etc. Donc ça avait déjà été fait une fois que je suis arrivée. Et puis, à partir de là, on a continué la discussion, puis j'ai essayé aussi de sortir du matériel à partir des comptes rendus pour voir quel genre de recommandations et quelles pistes pouvaient sortir de là. Donc, il y a eu tout ce travail-là quand même d'élaborer un document de travail pour les soutenir parce que ça demande du temps et de la réflexion. Donc, voilà. Et donc, ils en sont arrivés à ces recommandations-là qui sont disponibles en ligne, soit dit en passant, si ça vous intéresse. Et sur les 3 enjeux, avec une partie compréhension de l'enjeu puis une partie recommandation. Donc, ça, c'est le sommaire des recommandations. Donc, pour chaque enjeu, un certain nombre de recommandations et puis même que dans le document comme tel, il y a aussi des sous-recommandations là, pour détailler chacune des recommandations. Donc, voilà. Ce sont leurs recommandations. Une petite photo, bon, pour rendre ça plus vivant. Donc ça a été une photo qui a été prise à la salle du conseil suite au dépôt des recommandations. Donc, avec, vous voyez au milieu, Monsieur le maire, et puis à sa droite, le nouveau directeur d'arrondissement. Et puis, il y a aussi donc les 4 membres acidiques, les 4 membres non acidiques. Il y a aussi 2 représentants de la nouvelle table de quartier d'Outremont, parce que ça a été un autre legs de la pandémie. Il y a eu beaucoup de concertation dans plusieurs quartiers. Puis, les tables de quartier ont joué un grand rôle quand même dans la concertation. À Outremont, il n'y avait pas de table de quartier. Donc, l'arrondissement a décidé de mettre sur pied une table de quartier, en plus de la table de bon voisinage. Donc, oui, 5 minutes, d'accord. Donc voilà, et puis donc la nouvelle table de quartier qui est très très récente vient régulièrement aux rencontres, et puis c'est intéressant parce qu'elle est aussi en mesure d'appliquer certaines des recommandations tout de suite des membres avec des initiatives concrètes. Donc ce sont des alliés assez importants. Donc ils sont sur la photo également. Voilà. Ah, puis petit point, on se trouve dans la salle du conseil ici, qui est le lieu où se déroulent les rencontres du conseil avec beaucoup de... il y a tout un vécu de polarisation, disons, entre les citoyens. Donc, nous, on s'est réapproprié l'espace d'une façon positive et constructive autour du dialogue. Donc, voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil à ça. Bon, je pourrais parler de beaucoup de choses, mais rapidement. Donc, au niveau des défis, bon, c'est sûr, comme vous le savez, il y a un historique de polarisation autour du vivre ensemble à Outremont qui a été très médiatisé en plus. Il y a des réglementations. Tout à l'heure, Frédéric parlait des lieux de culte. Ça faisait pas. En fait, j'ai oublié de vous dire aussi que donc pour la 3e année, c'est ça, les membres vont se pencher beaucoup sur la question des synagogues. Et puis, donc, ce qu'on voit, c'est que la réglementation actuelle n'est pas adaptée aux minorités religieuses, du moins aux minorités assidiques à Outremont. Donc, ça, c'est certain que c'est un défi. Ensuite, bon, il y a toute la question
de la quasi-complétude institutionnelle des communautés hassidiques, du fait qu'ils ne sont pas représentés à l'arrondissement à part une élue, mais au niveau de l'administration, ils ne sont pas représentés. Il y a toutes les dynamiques, la majorité, minorité, sentiment d'exclusion, inclusion, de qui, de quoi, les modes de vie religieux versus laïques, les visions diverses aussi du vivre ensemble et de la cohabitation. Ce n'est pas les mêmes visions nécessairement. Il y a très peu de liens de confiance entre la majorité, que ce soit la majorité dans les institutions ou les citoyens, et avec la minorité hassidique. Il y a aussi une politisation du vivre ensemble autour de lignes partisanes. Donc, selon ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas la même approche par rapport au vivre ensemble. Et donc, ça crée beaucoup de... En fait, ça nuit à une continuité des initiatives. Si je prends mon approche, encore une fois, de peace building, de construction de la paix, s'il n'y a pas d'initiative sur le long terme, parce que c'est dépendant de qui est au pouvoir, bien, ça ralentit les choses, ça complique les choses. Donc, politisation du vivre ensemble et aussi, barrière français-anglais, c'est quand même, dans le concret, c'est très réel. Et puis, ça a une incidence aussi sur le vivre ensemble, donc sur les perceptions des uns et des autres. Défis à la table même, ça, c'était des défis plus généraux dont je vous parlais. Mais défis à la table, c'est certain que l'établissement d'un lien de confiance, ça a été, ça fait partie du processus normal. La disponibilité, l'engagement et la confiance des membres dans le processus. Donc, disponibilité parce que ce sont des citoyens et puis ils font ça le soir, ils ont leur vie professionnelle. Le soir, ils sont des parents. Dans le cas des membres hassidiques, souvent de familles nombreuses. Donc, il y a beaucoup d'événements, de mariages, etc., de déplacements. Donc, dans le concret, c'est pas toujours facile d'avoir tout le monde. Confiance dans le processus aussi. Il y a eu beaucoup de questionnements d'insécurité. Est-ce que la table va être poursuivie si c'est un autre parti qui est au pouvoir? Est-ce que l'arrondissement va appliquer nos recommandations? Est-ce que le mandat de la table va être poursuivi? Bon, il a fallu travailler ça beaucoup aussi avec l'arrondissement. Puis l'arrondissement, en fait, a répondu de façon très rassurante auprès des membres. Donc, ça a aidé. Les questions, compréhension des enjeux, parce que ce n'est pas simple, vous le savez. Donc, c'est toujours un enjeu d'avoir cette approche écosystémique, la langue, trouver des citoyens hassidiques qui comprennent suffisamment le français pour participer à des rencontres comme ça, c'est pas facile du tout. Alors, facteur facilitant, rapidement, mais c'est certain que le soutien puis la volonté de l'arrondissement étaient pas seulement facilitants, mais indispensables puisqu'ils ont mis en place la table, et des élus aussi. Vous voyez la photo tout à l'heure de M. le maire et du directeur d'arrondissement. Donc, les membres, à la base, ont été choisis par l'INM comme des membres qui avaient une motivation puis une capacité donc au dialogue. Ce n'étaient pas les extrêmes qui étaient à la table, donc c'est certain que c'est facilitant pour faire le travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. C'est aussi un espace que l'arrondissement, quand ils l'ont conçu, ils m'ont dit, on voulait protéger de la politique, ils voulaient que ça soit apolitique. Moi, j'ai un petit peu nuancé en disant que tout est politique, mais que je comprenais qu'ils voulaient dire finalement qu'ils étaient non partisans. Donc, ils ont protégé l'espace de la partisanerie, finalement, qui peut un peu paralyser tout le monde. Donc, c'est ça, suffisamment sécurisé culturellement, lien de confiance. Les études ont certainement été très utiles pour appuyer l'intervention et l'action. Moi, j'y crois beaucoup. Et puis, les initiatives concrètes qui ont été menées même avant que les recommandations des membres soient déposées en juin par donc, la table de quartier qui entendait toutes ces recommandations-là au fur et à mesure. Et puis, donc, ils pouvaient déjà les appliquer. Puis, il y a aussi une exposition à la Galerie d'Outremont de photographie, Un monde ravivé, qui a été, du point de vue des communautés hassidiques, quelque chose de très important parce qu'ils étaient... disons, mis en valeur et reconnu dans l'espace public dans une institution de la majorité à Outremont. Donc ça a été très, très important pour eux. Puis ça a été l'occasion de faire beaucoup de sensibilisation, d'activités avec les écoles, etc. Et puis, il y a aussi un projet, la communauté de ruelles, que l'arrondissement est en train de mettre en place maintenant. Piste pour la discussion, rapidement. Donc, à court terme, si je me place dans mon rôle à la table, comment maintenir la motivation de membres, merci beaucoup, qui souhaitent voir des résultats. Donc, nous avons fait des recommandations. Est-ce qu'on peut voir le résultat? Est-ce qu'elles vont être appliquées? Ça, c'est un défi. En fait, c'est comment maintenir la motivation des membres s'il n'y a pas de...
voilà, de résultats à leur travail. Puis pour l'arrondissement, si je me mets à la place d'un arrondissement et de d'autres acteurs, comment appliquer toutes ces recommandations-là, comment les sélectionner, comment les prioriser, c'est un travail en soi qui est très, très grand. Donc, voilà. Sur moyen long terme, la pérennité de la table, est-ce que c'est une table qui devrait donc être indépendante, encore une fois, de la composition politique du conseil? Est-ce que c'est la responsabilité d'un arrondissement de maintenir une table comme ça? Si oui, avec quel financement? Combien de temps? Est-ce qu'elle devrait être transformée en autre chose? Être prise par la table de quartier en charge? Bon, etc., etc. C'est des questions, je pense, qui sont importantes à poser. Encore une fois, en ayant une perspective sur le plus long terme. Et puis, est-ce que, donc, justement, cette table ne devrait pas s'inscrire dans un pan plus large, plus structuré de concertation entre différents acteurs avec une approche sur le long terme de construction de la paix, de vivre ensemble, etc.? Si oui, qui prend le leadership, avec quel fonds? Est-ce que dans une table comme ça, on a besoin ou non, absolument ou non, d'un médiateur, quelqu'un qui a un peu un rôle extérieur à l'arrondissement pour être vu comme suffisamment neutre, qui a la légitimité, la confiance aux yeux des membres, mais aussi de l'arrondissement, qui est capable donc d'avoir cette posture un peu externe, d'assurer un climat de sécurisation culturelle, une certaine réciprocité, horizontalité dans les échanges, de mobiliser les membres en respectant leur rythme, leurs souhaits, leur vision du vivre ensemble. Bon, est-ce que c'est important d'avoir quelqu'un qui a cette posture-là, qui n'est pas interne à l'arrondissement ou bon. Et après ça, par rapport au rôle d'une table comme ça, bon, elle a été conçue comme un espace de dialogue, recherche de solutions, etc. Est-ce que ça peut pas être aussi un canal de communication bidirectionnel entre des citoyens et une institution? Et aussi une instance de consultation peut-être et de validation d'initiatives de services qui seraient adaptés à ces communautés-là. Bon, question. Important d'être réaliste par rapport à combien peuvent donner les citoyens en termes de temps d'implication, de prise en charge du processus, de connaissances. Et à mon avis, il y a un besoin de soutien par rapport à la fois au processus et à la compréhension des enjeux.